Avez-vous déjà ressenti ce frisson glacial, cette certitude de ne pas être seul alors que vous marchez parmi des tombes silencieuses? Avez-vous déjà regardé une vieille croix en sentant une énergie étrange en émaner? Les cimetières, ces lieux de repos éternel, gardent souvent des secrets qui défient la logique et glacent le sang. Ce sont des portails vers l'inconnu, des témoins muets d'histoires que la vie terrestre n'a pu contenir. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage à travers dix récits percutants, des cas réels qui prouvent que franchir le seuil d'un cimetière, surtout quand le soleil décline ou que les ombres s'étirent, peut être une expérience qui marquera votre âme à jamais. Ce ne sont pas de simples légendes urbaines, ce sont les témoignages de personnes qui, en s'aventurant dans ces enceintes sacrées et parfois profanes, se sont retrouvées face à l'inexplicable. Leurs vies ont radicalement changé, laissant des cicatrices invisibles que le temps n'a pu effacer. Préparez-vous. Car ce que vous allez entendre pourrait vous faire reconsidérer votre prochaine promenade nocturne ou votre vision de l'au-delà. Ouvrez votre esprit, mais surtout, préparez-vous à ce que votre cœur batte un peu plus vite. Car aujourd'hui, nous allons déterrer la vérité derrière 10 rencontres terrifiantes dans les cimetières les plus sombres du monde. Êtes-vous prêt à rencontrer ceux qui sont entrés dans un cimetière et n'en sont jamais revenus les mêmes? Histoire 1. Le cercueil qui a tremblé à l'évocation du ciel à Colima. Le soir tombait sur le petit village poussiéreux de Comala, à Colima, au Mexique. L'air, lourd de chaleur, sentait la terre sèche et les fleurs fanées qui ornaient certaines des tombes les plus anciennes du panthéon municipal. Ce n'était pas un lieu particulièrement lugubre, mais plutôt l'un de ces cimetières oubliés par le temps, où les pierres tombales s'inclinaient comme pour chercher un réconfort mutuel, et où les croix, décolorées par un soleil implacable, semblaient murmurer des histoires de vie passée. Un groupe de jeunes, armés de la bravoure de l'adolescence et d'une soif d'adrénaline, décida que ce serait le décor parfait pour l'une de leurs nombreuses frasques nocturnes. Ils étaient 4, Miguel, le leader impulsif, Sofia, la sceptique, et Ricardo, toujours à l'affût d'une excuse pour effrayer les autres, et Elena, la plus silencieuse, mais celle qui ressentait souvent plus qu'elle ne laissait paraître. La nuit s'annonçait étoilée, idéale pour une exploration qui, dans leur esprit, ne serait qu'une petite frayeur vite oubliée. Ils s'enfoncèrent dans le cimetière juste au moment où le dernier vestige de lumière s'évanouissait à l'horizon. Les ombres s'allongeaient, se tordant et jouant avec leur perception. Les sons de la nuit commencèrent à prendre vie, le crissement des grillons, le ululement lointain d'un hibou, le craquement des feuilles mortes sous leurs pas. Chaque pas résonnait dans le silence sépulcral, amplifiant la tension. « Allez, il n'y a rien ici à part des pierres et de la poussière, » dit Sofia, essayant de paraître détachée, bien que sa voix tremble légèrement. Ricardo, de son côté, s'amusait à bondir et à faire des bruits étranges pour tenter de sortir Elena de son mutisme. « Bouh! Tu as eu peur, Elena ?» Elena se contentait de secouer la tête, ses yeux scrutant chaque recoin sombre, chaque silhouette que les ombres semblaient dessiner sur les tombes. Elle sentait une présence, quelque chose qui flottait dans l'air, un poids invisible qui l'oppressait. Ils arrivèrent dans une section plus ancienne, où les tombes étaient en pierre taillée, certaines portant des inscriptions presque illisibles à cause des siècles. Au centre d'une petite clairière se dressait une tombe particulière, plus grande que les autres, ornée d'un ange en marbre érodé par le temps, qui semblait pleurer des larmes de pierre. La dalle de la sépulture était en granit sombre, et on pouvait y lire, avec difficulté, Don Manuel de la Cruz. Celle-ci a l'air vieille, commenta Miguel en s'approchant curieusement. Qui pouvait bien être ce Don Manuel? Ricardo, toujours en quête de spectacle, s'appuya sur la dalle. Eh bien, voyons s'il a quelque chose à nous dire. Et, Don Manuel, vous êtes là? Personne ne répondit, seul le vent jouait avec les branches d'un arbre voisin. C'est ennuyeux, dit Sofia, commençant à s'impatienter. On s'en va? C'est plus effrayant à cause de notre imagination qu'à cause de ce qu'il y a vraiment. Miguel, pourtant, resta à fixer l'inscription. Attendez, et si ce Don Manuel était un saint? Ou un terrible pécheur? On dit qu'au ciel ou en enfer, les gens continuent de ressentir des choses. Un silence tendu s'installa. L'air sembla se refroidir soudainement, malgré la nuit tropicale. Tu crois qu'il peut entendre ce qu'on dit de là-dessous? Demanda Ricardo,
son ton n'était plus à la moquerie mais à l'inquiétude naissante. « Je ne sais pas, répondit Miguel, la voix plus basse. Mais on dit que quand on mentionne le ciel, ou l'enfer, les âmes réagissent. Comme si cela leur rappelait où elles sont, ou où elles vont. C'est alors que cela arriva. Juste à cet instant, alors que Miguel prononçait le mot « ciel », la dalle de granit du cercueil de don Manuel de la Cruz s'est mise à trembler dans un craquement sourd et profond qui résonna dans le silence. Ce n'était pas un mouvement brusque, mais un tremblement perceptible, comme si quelque chose ou quelqu'un, à l'intérieur, avait donné un coup sec contre la pierre. Les 4 jeunes restèrent pétrifiés. Leurs yeux s'écarquillèrent, fixés sur la dalle. Le chant du grillon s'arrêta net. Le vent sembla retenir son souffle. Sofia étouffa un cri, portant ses mains à sa bouche. Ricardo recula d'un pas, trébuchant sur une racine. Elena, pâle comme le marbre de l'ange, ne bougea pas, mais ses yeux reflétaient une terreur pure et primitive. « Qu'est-ce que, c'était quoi ça ?» balbutia Ricardo, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Miguel, qui se vantait toujours de son courage, était paralysé. Son visage, auparavant éclairé par la lune, était désormais ravagé par la panique. Je ne sais pas. Ça a bougé. Le couvercle a bougé. Le tressaillement ne dura qu'un instant, mais ce fut suffisant pour pulvériser leur incrédulité. La dalle reprit sa position, apparemment inerte, mais la trace du mouvement et une légère fissure qui n'y était pas auparavant devint visible sous l'éclat de la lune. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ce n'était plus le silence de la nuit, mais celui d'une peur paralysante. La fanfaronnade s'était dissipée comme de la fumée, remplacée par une terreur viscérale. « Courez !» hurla Sofia, brisant le sortilège. Et ils coururent. Ils coururent sans se retourner, le cœur battant à tout rompre contre leurs côtes. L'écho du craquement de la dalle résonnant encore dans leurs oreilles. Ils sortirent du cimetière en trébuchant, tombant, se relevant, jusqu'à atteindre plusieurs rues plus loin, haletant sous la lumière artificielle d'un réverbère. Ils n'ont plus jamais plaisanté à l'idée de visiter ce cimetière. Miguel devint silencieux et pensif, regardant souvent le ciel avec une expression de profonde inquiétude. Sofia commença à assister aux messes et à prier avec ferveur, cherchant une protection qu'elle jugeait autrefois inutile. Ricardo développa une phobie des lieux sombres et clos. Et Elena ne fut plus jamais la même. L'expérience l'avait marquée au point qu'elle commença à voir et ressentir des présences partout, une sensibilité qui allait la tourmenter pour le reste de sa vie. La tombe de don Manuel de la Cruz à Comala est devenue une légende locale, un lieu que les habitants évitent à la tombée de la nuit, un rappel que, même dans le calme de la mort, certaines présences peuvent réagir de manière qui défie toute explication terrestre. La dalle, dit-on, porte toujours cette petite fissure, témoignage silencieux de la nuit où quelque chose s'est réveillé à l'évocation du ciel. Cette histoire vous a-t-elle glacé le sang? Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces récits réels terrifiants. Votre soutien nous aide à continuer d'exhumer les mystères de l'au-delà. Histoire de la tombe qui a murmuré mon péché le plus ancien en Alaska. L'immensité glacée de l'Alaska, avec ses paysages d'une beauté brute et désolante, cache un silence qui peut être aussi terrifiant que n'importe quel cri. Dans un petit campement minier reculé, presque englouti par les neiges éternelles et les forêts de conifères, se trouvait un cimetière aussi vieux que les montagnes environnantes. Les pierres tombales, pour beaucoup en bois pourri ou en pierre couverte de mousse, s'inclinaient sous le poids de la neige, comme si les morts tentaient de s'extraire de leur sépulture, mais que la terre gelée les en empêchait. David était un jeune géologue arrivé dans la zone pour travailler sur une nouvelle mine. C'était un homme pragmatique, un scientifique qui ne croyait ni aux fantômes ni aux superstitions. L'idée d'un cimetière lui semblait, au mieux, un endroit triste, et au pire, un site avec une odeur de décomposition. Cependant, la curiosité, cette étincelle qui précède souvent la perte, le poussa à explorer le vieux Panthéon. C'était une après-midi de fin d'automne, le soleil restait bas, projetant des ombres allongées et froides sur la neige fraîche. Il s'approcha du cimetière sous prétexte de prendre des photos, mais au fond,
il cherchait cette émotion que seul l'inconnu pouvait lui procurer. Le vent hurlait entre les arbres, un son constant et mélancolique qui s'insinuait jusqu'aux os. Le lieu était désolé, sans trace de visiteurs récents. Seules les empreintes d'un animal sauvage se perdaient dans la blancheur. En marchant entre les tombes, il ressentit une étrange sensation de familiarité, comme s'il était déjà venu, bien qu'il n'ait jamais visité l'Alaska auparavant. Les pierres semblaient lui murmurer des noms oubliés, mais le vent étouffait tout son intelligible. Il s'arrêta devant une tombe particulière. C'était une dalle de pierre noire, sans aucune inscription visible, recouverte d'une épaisse couche de givre qui la faisait ressembler à une sculpture de glace. Quelque chose en elle l'attirait, une énergie subtile mais persistante. « Quel endroit, vide !» murmura-t-il, sentant le froid pénétrer malgré ses vêtements thermiques. « On dirait qu'ici, plus personne ne se souvient de personne. » Il s'accroupit pour nettoyer le givre, espérant trouver un nom ou un indice. Alors que ses doigts effleuraient la surface gelée, il ressentit une vibration étrange, un pouls faible émanant de la pierre. Il mit cela sur le compte du froid et de la tension de ses propres muscles. C'est alors que, soudainement, un son imperceptible pour quiconque ne se trouvait pas exactement là commença à émaner de la tombe. Ce n'était pas un murmure audible au sens traditionnel, mais plutôt une résonance interne, comme si les mots se formaient directement dans son esprit. Les mots étaient faibles d'abord, puis devinrent plus clairs alors qu'il restait immobile, hypnotisé. Le vol, le mensonge, la lâcheté. David se redressa brusquement, le cœur battant la chamade. Il regarda autour de lui frénétiquement. Il était seul. Le vent hurlait toujours, mais il semblait désormais porter un écho sinistre. « Qui a dit ça ?» demanda-t-il à voix haute, sa voix paraissant fragile dans cette immensité. La réponse vint, non comme une voix extérieure, mais comme une voix intérieure, plus nette, chargée d'une accusation implacable. Ton péché le plus ancien, celui que tu caches, celui qui te définit. David devint livide. Les mots étaient spécifiques, blessants, ils pointaient un moment de son enfance qu'il avait profondément enfoui. Un incident honteux, un manque de caractère qui le poursuivait dans ses rêves depuis des années, un secret que lui seul connaissait. Comment était-ce possible? Comment une tombe, une pierre inerte, pouvait-elle savoir quelque chose d'aussi intime? Il comprit que la tombe n'était pas un lieu de repos, mais un miroir. Un miroir reflétant non pas la vie du défunt, mais celle de celui qui osait troubler son silence éternel. La pierre semblait vibrer d'une vérité nue, le dépouillant de ses couches de déni. Tu ne l'as jamais confessé, tu ne t'es jamais pardonné. Le froid s'intensifia, pas seulement à l'extérieur, mais un froid interne, une glace qui se propageait dans ses veines. Il ressentit à nouveau la honte de ce jour d'enfance, l'impuissance, la culpabilité. La tombe ne jugeait pas, elle exposait. Et en exposant, elle l'obligeait à affronter une part de lui-même qu'il avait désespérément tenté d'ignorer. David s'éloigna de la tombe d'un pas trébuchant. Les mots résonnaient dans son esprit comme si la terre gelée les lui soufflait. Il n'était plus un géologue observant un paysage. C'était un homme confronté à sa propre âme, mis à nu dans le silence absolu. Repens-toi, ou porte ce fardeau à jamais. La phrase finale le frappa comme un coup de poing glacé. Il réalisa que sa visite n'était pas une aventure, mais une pénitence auto-imposée. David quitta le campement minier quelques semaines plus tard, bien plus tôt que prévu. Le froid de l'Alaska n'était plus une question de température, mais une métaphore de la froideur ressentie face à sa propre obscurité. Il ne parla jamais de ce qui s'était passé, mais l'expérience le changea à jamais. Il devint plus introspectif, plus compatissant, et entama un long chemin vers le pardon. La tombe sans nom en Alaska resta silencieuse. Attendant la prochaine âme téméraire, prête à lui murmurer non pas l'histoire du mort, mais la vérité la plus douloureuse sur le vivant. Cette révélation personnelle et terrifiante vous a-t-elle fait frémir? Si cet impact vous a touché, offrez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune histoire qui vous fera remettre en question la réalité. Votre soutien est vital. Histoire 3 ou le cadavre qui a pleuré lors de la fermeture de la fosse à la Corogne. Le cimetière de San Amaro, à la Corogne, en Galice,
est un lieu d'une beauté sombre et mélancolique. Ces vieux murs embrassent une mer de pierres tombales, dont beaucoup sont des chefs-d'œuvre d'art funéraire, avec des anges sculptés et des épitaphes poétiques. Mais même dans un lieu aussi serein, l'obscurité peut se manifester de manières inattendues. Un groupe d'étudiants en histoire de l'art, fascinés par la symbolique funéraire, décida de visiter San Amaro. Parmi eux se trouvait Javier. Un garçon sensible qui ressentait une connexion spéciale avec les lieux chargés d'émotions. C'était une après-midi grise, typique de la côte galicienne, avec un vent salin caressant les tombes sous un ciel de plomb menaçant de laisser tomber une pluie fine. Ils s'enfoncèrent dans le cimetière, émerveillés par la solennité du lieu. Les guides racontaient des histoires de personnages illustres, mais Javier se sentait attiré par une zone plus isolée, où les tombes étaient plus anciennes et moins entretenues, comme oubliées par le temps. Dans un coin discret, ils trouvèrent une sépulture récente qui, curieusement, n'avait ni fleurs ni ornements. La dalle de marbre était lisse, avec un nom gravé, Isabel Rodriguez. La date du décès était très proche, à peine quelques semaines. Il y avait quelque chose dans la solitude de cette tombe qui toucha Javier. Ses camarades s'approchèrent, partageant le même sentiment de malaise. Ils décidèrent, dans un geste spontané, de chercher quelques fleurs sauvages aux alentours pour les déposer sur la tombe. Tandis qu'ils s'exécutaient, l'air sembla devenir plus dense, plus lourd. Un silence surnaturel envahit les lieux, comme si le cimetière lui-même retenait son souffle. Lorsqu'ils revinrent avec un petit bouquet de marguerites et de lys sauvages, ils s'apprêtèrent à les poser sur la dalle. Javier, avec précaution, se pencha pour déposer les fleurs. Ce fut à cet instant précis que l'inexplicable se produisit. Depuis l'intérieur de la tombe, un son s'éleva. Un son faible, mais indéniable. C'était le bruit d'un sanglot. Un pleur doux, plaintif, qui semblait provenir des profondeurs de la terre. Les jeunes restèrent pétrifiés. Le bouquet de fleurs leur échappa des mains, s'éparpillant sur l'herbe humide. Leurs yeux, autrefois curieux, étaient désormais dilatés par la terreur. « Vous avez entendu ça ?» balbutia l'un des camarades de Javier, la voix tremblante. Javier, le cœur battant à tout rompre, acquiesça lentement. Les pleurs continuaient, un murmure de douleur qui semblait déchirer l'âme. Ce n'était pas un bruit humain normal, c'était une plainte qui résonnait d'une tristesse ancienne, profonde, insondable. Ça vient de la tombe, s'exclama une autre fille en reculant instinctivement. Le pleur devint un peu plus fort, et alors, pour leur horreur absolue, ils virent quelque chose. À la surface de la dalle de marbre, juste au centre, là où la lumière grise de l'après-midi tombait le plus directement, de minuscules gouttes d'eau commencèrent à se former. Au début, elles ressemblaient à de petites taches d'humidité, mais en y regardant de plus près, ils réalisèrent que c'étaient des larmes. De vraies larmes, qui glissaient lentement sur la pierre froide, laissant une trace humide et brillante. Des larmes visibles. Des larmes qui naissaient de la tombe d'Isabel Rodriguez. La panique s'empara d'eux. L'idée d'un cadavre qui pleure était aussi absurde qu'effrayante. Comment était-ce possible? Quelle sorte de douleur pouvait se manifester de la sorte? Il faut partir. Maintenant, cria l'un d'eux, brisant le sortilège de la peur. Et ils s'enfuirent. Ils coururent sans se retourner, laissant derrière eux les fleurs tomber et la plainte qui semblait les suivre dans le vent. Le son des sanglots s'estompa à mesure qu'ils s'éloignaient, mais l'image de ces larmes se formant sur le marbre resta gravée au fer rouge dans leur mémoire. Ils atteignirent la sortie du cimetière, haletants, trempés par la bruine qui commençait à tomber et par la sueur froide de la terreur. Ils se regardèrent, les visages pâles, marqués par l'incrédulité et l'effroi. « Je n'ai jamais rien vu de tel », dit Javier, la voix n'étant plus qu'un souffle. C'était réel. Elle pleurait. La nouvelle se répandit à voix basse parmi les étudiants, secret partagé d'une expérience défiant toute explication. Personne n'osa retourner dans cette zone du cimetière. La tombe d'Isabel Rodriguez, la femme qui pleura en étant abandonnée, devint un lieu de légende, un rappel que, parfois, la douleur de ceux qui restent, ou peut-être la propre tristesse de ceux qui sont partis,
peut se manifester de manière qui transcende la compréhension humaine. Ravière, en particulier, n'oublia jamais la sensation émanant de cette tombe. Cela le fit réfléchir sur la profondeur des émotions humaines, sur la douleur qui peut persister même après la mort, et sur la fine ligne qui sépare le monde des vivants de celui de ceux qui ne sont plus là, une ligne qui, parfois, se dissout en larmes de pierre. Cette histoire d'une plainte tangible vous a-t-elle ému ou terrifié? Si elle vous a marqué, laissez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos enquêtes glaçantes. Votre soutien est fondamental. Histoire 4. Le sentier qui a disparu à l'aube au Chihuahua. Le désert de Chihuahua, au Mexique, est un lieu d'une beauté austère et d'une solitude imposante. Des kilomètres de sable, des cactus tordus et des formations rocheuses sculptées par le vent créent un paysage aussi hypnotique que dangereux. Au milieu de cette immensité se trouve un ancien village fantôme, vestige d'une époque où la vie fleurissait avant de s'éteindre, ne laissant derrière elle que des bâtiments en ruine et la mémoire de ses habitants. Un groupe de jeunes aventuriers, amateurs de paranormal, décida de passer une nuit dans ce village. Ils étaient 5, Marco, le leader audacieux, Laura, la documentariste, Carlos, le sceptique, Andrea, sensible aux énergies, et Pedro, le plus prudent. L'idée était de camper près du village et d'explorer ces rues désertes à la nuit tombée. Ils arrivèrent au crépuscule. Le soleil sombrait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres, projetant des ombres fantasmagoriques sur les façades délabrées. Le silence était presque absolu. À mesure que l'obscurité tombait, ils s'enfoncèrent dans le village, sentant l'oppression des bâtiments abandonnés. Ils trouvèrent un chemin de terre bien marqué qui serpentait entre les ruines, se dirigeant vers ce qui semblait être une ancienne église au sommet d'une colline. Ce sentier, bien que rudimentaire, était clairement défini, comme s'il était encore fréquenté. Ce chemin semble mener à l'église. On dit que c'est le lieu le plus ancien du village, commenta Marco en consultant une carte rustique. Ils décidèrent de le suivre. La nuit était étoilée, et la pleine lune illuminait le désert d'une lumière argentée, créant une ambiance éthérée. Andrea ressentait une étrange mélancolie, comme si elle revivait les pas de ceux qui avaient foulé ce sol des siècles plus tôt. Je sens que cette terre garde beaucoup d'histoire, dit-elle. Carlos, comme toujours, tenta de rationaliser. C'est juste la suggestion, Andrea. Le lieu est vide. Il est normal que l'imagination s'emballe. Ils atteignirent le sommet, où les ruines de l'église se dressaient comme un squelette contre le ciel nocturne. Ils explorèrent l'intérieur, admirant les restes de l'autel. La vue sur le désert était impressionnante. Après plusieurs heures, ils décidèrent de retourner au campement. Ils empruntèrent le même sentier qu'à l'aller, désormais enveloppé dans l'obscurité profonde. Bon, Marco, tu es sûr que c'est le chemin? On dirait qu'il est devenu plus difficile à suivre, dit Pedro en trébuchant. Marco alluma sa lampe torche. Oui, c'est le même. C'est juste que de nuit, c'est plus compliqué. Ils continuèrent d'avancer. Mais en descendant, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Le sentier, autrefois bien défini, semblait devenir plus diffus, comme si la terre elle-même tentait d'effacer leurs traces. Les rochers et la végétation se mélangeaient d'une manière qui rendait le chemin méconnaissable. C'est bizarre, dit Laura. Je jurais qu'il y avait un chemin clair ici. C'est comme s'il s'effaçait. Le sentier semblait rétrécir. Ils avaient l'impression de marcher dans un labyrinthe d'ombre. La colline qu'ils avaient gravie ne semblait plus familière. Je crois qu'on s'est égaré, dit Pedro, la voix tendue. Je ne vois le campement nulle part. Marco tenta de s'orienter, mais la boussole et la carte semblaient confuses. Le sentier par lequel il pensait être descendu n'existait tout simplement plus. C'est comme si le chemin que nous avons monté n'existait plus, murmura Andrea. Les heures passèrent. L'aube approchait, teintant l'horizon d'un gris pâle. La frustration et la peur gagnaient le groupe. Ils étaient perdus au milieu du désert. Ce fut au lever du soleil que la vérité éclata. À la lueur du jour, le paysage se révéla. Et là, où ils se souvenaient être descendus par un sentier clair, il n'y avait que du sable, des cactus et des pierres.
le chemin, tel qu'il l'avait connu, avait disparu. Aucune trace de pas, aucune terre remuée. Rien. Ils restèrent bouche bée. C'était impossible. Ils l'avaient parcouru quelques heures plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? S'exclama Carlos, son scepticisme en miettes. Le chemin a disparu. Laura filma la scène, capturant l'incrédulité sur leur visage. C'était comme si le désert avait décidé d'effacer leur passage. Finalement, ils réussirent à retrouver leur campement, épuisés et sous le choc. L'expérience d'entrer dans un lieu dont la géographie changeait pour empêcher la sortie les marqua profondément. Le village fantôme de Chihuahua devint pour eux un mystère insondable, un rappel que dans les lieux oubliés, la nature impose ses propres règles, allant jusqu'à faire disparaître les chemins que nous croyions sûrs. Ce mystère du sentier disparu vous a-t-il laissé perplexe? Si l'intrigue vous a captivé, mettez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces histoires réelles fascinantes. Histoire 5. La croix qui a refusé de rester droite à Ségovie. Dans la province de Ségovie, en Espagne, au milieu des collines ondulantes, se trouve un petit village oublié. Dans son cimetière modeste, une croix en fer forgé défiait les lois de la gravité et de la logique. Un groupe d'historiens locaux s'intéressa au récit concernant cette croix qui ne restait jamais droite. Placée sur la tombe d'une famille de laboureurs que l'on disait enterrée avec un grand secret, la croix, bien qu'ancrée solidement, penchait toujours dans une direction particulière. L'équipe, menée par le professeur Antonio, décida d'enquêter par une matinée de printemps. Ils arrivèrent à la sépulture. La croix de fer était tordue. Pas cassée, ni tombée, mais inclinée, comme si une force invisible la poussait. C'est fascinant, commenta Antonio. Elle est fermement ancrée. Rien n'indique que le sol se soit affaissé. David, un étudiant, utilisa un niveau à bulles. Elle penche de 15 degrés. Professeur. Et rien ne la retient dans cette position. Ils tentèrent une expérience, ils redressèrent la croix et la fixèrent encore plus solidement. Ils prirent des notes et partirent, promettant de revenir le lendemain. Le jour suivant, la surprise fut totale. La croix était de nouveau inclinée. Exactement dans la même position que la veille, comme si leur effort avait été vain. C'est impossible, murmura David. Nous l'avons fixée avec du ciment. Antonio regardait la croix avec respect. On dirait qu'elle a sa propre volonté. Ou celle de celui qui repose ici. Les jours suivants devinrent une bataille contre l'inexplicable. Chaque fois qu'il la redressait, elle finissait par pencher à nouveau. Les légendes du village parlaient d'une injustice commise par les ancêtres enterrés là. La croix semblait protester contre une vérité non révélée. C'est comme si elle refusait la droiture, réfléchit Antonio. Peut-être que la vérité n'est pas toujours droite et ferme, mais qu'elle se tord parfois. L'enquête devint une légende. La croix de Patton devint le symbole du mystère, un rappel que certaines forces échappent à la science. On n'a jamais découvert le secret de la famille, mais l'obstination de cette croix reste l'un des témoignages les plus troublants de Ségovie. Histoire si le murmure sortit de l'ossuaire dans l'Utah. Dans les plaines désolées de l'Utah, là où la terre s'étend à perte de vue, se trouve un ancien ossuaire. Ce n'est pas un cimetière ordinaire, mais un dépôt d'ossements de ceux qui n'ont jamais reçu de sépulture digne, oubliés par l'histoire. Une équipe d'anthropologues, menée par la docteure Evelyn Reed, visita le site pour documenter sa structure. Il y avait Evelyn, Marc le pragmatique, et Sarah, sensible aux énergies. L'endroit était impressionnant de désolation. Des crânes et des os étaient empilés dans une structure de pierre semi-détruite. Cet endroit est incroyablement sombre, murmura Sarah. La docteure Reed acquiesça. C'est un lieu d'une grande importance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons leur rendre hommage. Ils décidèrent de réaliser un petit rituel. Evelyn avait préparé une prière simple pour donner la paix aux oubliés. Marc accepta de participer par respect, tandis que Sarah ressentait une profonde empathie pour ces esprits sans nom. Ils se réunirent devant l'entrée. Evelyn commença à réciter la prière à voix haute. Esprit qui reposait ici, oublié par le temps, recevez notre humble hommage.
Que vos âmes trouvent la paix. Que la terre vous embrasse avec tendresse. Alors qu'elle prononçait les derniers mots, le vent tomba. Un silence encore plus profond s'installa. Sarah ferma les yeux. C'est alors que cela arriva. Juste au moment où la docteure Reed terminait sa prière, un son faible mais distinct émergea de l'ossuaire. Ce n'était pas le vent. C'était un murmure. Un murmure clair qui semblait répondre directement. Merci. Le son était à peine audible, mais il était là. Une voix douce, comme le froissement de feuilles sèches, mais avec une intention vocale évidente. Tous trois restèrent figés. Leurs yeux se fixèrent sur l'entrée de l'ossuaire. Vous avez entendu ça, balbutia Mark, son scepticisme s'effondrant totalement. La docteure Reed était pâle. Oui. C'était une voix. Sarah, les larmes aux yeux, hocha la tête. Il nous a répondu. Le murmure, quoique fugace, fut une réponse directe. Une réponse à la prière pour les oubliés. C'était comme si les esprits habitant cet ossuaire, ceux dont personne ne se souvient, avaient ressenti l'appel et y avaient répondu, déchirant le voile entre le monde des vivants et celui des morts. L'air de l'ossuaire, autrefois lourd et mélancolique, semblait désormais chargé d'une énergie différente, une vibration de reconnaissance et de gratitude. La docteure Reed, malgré sa rigueur académique, ne put trouver d'explication logique. Le vent ne peut former de mots. Les os ne peuvent parler. C'était une réponse claire, adressée directement à ceux qui priaient. C'est extraordinaire, dit la docteure Reed, la voix légèrement tremblante. Nous avons reçu une réponse. Une réponse directe des oubliés. L'expérience les transforma tous les trois. Mark, le sceptique, commença à remettre en question ses certitudes, admettant que des forces échappaient à la compréhension scientifique. Sarah, déjà sensible, se sentit encore plus liée au monde spirituel. Quant à la docteure Reed, elle se retrouva face à un phénomène défiant ses théories, le témoignage vivant qu'une communication avec l'au-delà est possible, même avec les plus délaissés. L'ossuaire de l'Utah, ce lieu d'ossements anonymes, devint pour eux un sanctuaire. Un lieu où le silence fut brisé par un murmure de remerciement, prouvant que, même dans l'oubli le plus profond, certaines âmes ont encore quelque chose à dire. Cette réponse de l'au-delà vous a-t-elle donné la chair de poule? Si cette histoire vous a marqué, mettez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos enquêtes glaçantes. Votre soutien est crucial. Histoire 7. La tombe apparue avec mon propre nom gravé à Puebla. Le village de Cholula, au Mexique, est un lieu chargé d'histoire et d'une spiritualité profonde, célèbre pour sa grande pyramide. Mais sous cette sérénité apparente se cachent des mystères qui rendent les locaux prudents, surtout aux abords des cimetières entourant les vieux temples. Un jeune homme nommé Javier se rendit à Cholula pour visiter la tombe de son père. Javier n'était pas particulièrement mystique, mais le deuil l'avait plongé dans une mélancolie profonde. C'était une matinée ensoleillée, bien que l'air humide annonce les pluies d'été. Il atteignit la section où reposait son père, un endroit qu'il connaissait par cœur. La tombe était simple. Une dalle de béton et une croix de bois usée. Pourtant, en s'approchant, il remarqua un changement. Une nouvelle structure funéraire, une tombe en marbre blanc, élégante et moderne, se dressait juste à côté de celle de son père. Intrigué et inquiet, il s'approcha. La dalle était lisse, polie, et on pouvait y lire, gravé en lettres noires et nettes. Javier Garcia Lopez. Javier resta pétrifié. Son nom complet. Son père s'appelait Javier Garcia, mais le nom de jeune fille de sa mère était Lopez. Lui, Javier, était Javier Garcia Lopez. C'était son nom exact. Ce n'est pas possible, murmura-t-il, un frisson lui parcourant l'échine. Qui a fait ça? Il regarda autour de lui, il était seul. La tombe était magnifique, mais l'inscription le terrifiait. Comment son propre nom pouvait-il être gravé sur une tombe qui n'était pas la sienne? Il vérifia la date de décès, c'était celle de la semaine précédente. Quelqu'un était mort récemment et on avait gravé son nom, son propre nom. La panique le submergea.
Était-ce une plaisanterie macabre? Une erreur incroyable? Mais la précision des noms était trop spécifique pour être une coïncidence. Papa, qu'est-ce que c'est que ça? Chuchota Théil vers la tombe de son père, comme s'il attendait un secours. La tombe de marbre blanc semblait se moquer de lui, présage silencieux d'une fin prématurée. L'idée de voir son nom gravé dans la pierre alors qu'il était encore bien vivant était insoutenable. Ravière quitta le cimetière en hâte. Des mois plus tard, il enquêta auprès de l'administration, mais personne ne savait qui avait commandé cette tombe. Elle semblait être apparue de nulle part, comme un cadeau funeste de l'au-delà. Histoire le cercueil couvert d'empreintes intérieures au Kentucky. Au cœur des Appalaches, dans une région du Kentucky connue pour ses paysages montagneux et ses mystères, se trouve un petit cimetière ancien. Emily, passionnée de légendes locales, décida d'y camper avec des amis. Au milieu de la nuit, Emily et son ami Ben s'aventurèrent entre les tombes à la lueur de leurs lampes. Ils arrivèrent dans une zone où les cercueils étaient en bois pourri, mais l'un d'eux, en bois sombre, paraissait remarquablement bien conservé. Ce cercueil a l'air différent, chuchota Emily. On dirait qu'il est plus récent. Regarde, ajouta Ben, le couvercle semble mal ajusté. Poussés par une curiosité imprudente, ils unirent leurs forces pour soulever le couvercle de quelques centimètres. À l'intérieur, le velours sombre entourait une forme drapée dans un linceul. Mais ce qu'Emily vit lui coupa le souffle, la surface intérieure du couvercle était couverte d'empreintes. De petites marques de mains qui semblaient avoir griffé ou pressé le tissu depuis l'intérieur. Ben, regarde. Quelqu'un, ou quelque chose, a essayé de sortir. L'horreur les frappa de plein fouet. L'idée d'un corps luttant pour s'échapper de sa propre tombe était un cauchemar devenu réalité. Ils refermèrent le cercueil dans un craquement sourd et s'enfuirent. Le lendemain matin, ils revinrent pour s'assurer de ce qu'ils avaient vu. La scène était encore plus perturbante, le couvercle qu'ils avaient fermé avec force était de nouveau entrouvert. Et sur la surface extérieure, il y avait désormais des marques fraîches, comme si quelque chose avait continué de pousser depuis l'intérieur. Le cercueil du Kentucky n'était pas une simple sépulture, c'était une prison. Histoire 9 le cimetière qui a scellé ses portes à Huelva. À Huelva, en Espagne, David, un voyageur solitaire, entra dans un cimetière dont la porte de fer était exceptionnellement entr'ouverte. Après avoir passé des heures à photographier les tombes, il décida de partir. Mais en arrivant à la sortie, il trouva la porte fermée et bloquée, sans aucune serrure intérieure. Il passa la nuit prisonnier entre les murs de pierre, sentant le cimetière l'observer. Au lever du jour, la porte finit par céder d'elle-même. Terrifié, il s'enfuit. Lorsqu'il raconta son histoire au village, un vieil homme lui répondit, « Le cimetière ne laisse pas entrer n'importe qui. Et quand il décide de retenir quelqu'un, il ferme ses portes. » Le lendemain, David retourna voir le lieu une dernière fois, la porte avait été entièrement murée avec des briques et du ciment. Le village avait décidé que le cimetière était désormais complet, et qu'il devait rester scellé à tout jamais. Histoire dit l'ultime réponse des entrailles de la terre au Chiapas. Dans la jungle du Chiapas, au Mexique, le docteur Ricardo Moral, anthropologue, s'approcha d'un vieux puits sec que les locaux évitaient. On disait que la terre y répondait aux prières. Accompagné de son guide Matteo, le docteur s'agenouilla au bord du puits et demanda, presque par défi scientifique, « Terre ancienne. Montre-moi la vérité. Donne-moi un signe, une réponse claire. » Le silence de la jungle devint total. Puis, du fond du puits, un son guttural monta. Un murmure profond qui devint des mots. La vérité, et l'oubli, la connaissance, est un fardeau. Le docteur Moral blêmit. La voix était ancienne, glaciale. Elle continua. Le savoir que tu cherches, te consumera. L'oubli est la seule paix. Ce n'était pas une révélation, mais un avertissement. Le docteur comprit que certaines vérités sont trop lourdes à porter et que, parfois, l'ignorance est une bénédiction. Conclusion de la vidéo. Ainsi s'achèvent ces 10 récits, 10 témoignages de vie changés à jamais par une rencontre dans un cimetière.
Ces histoires nous rappellent que les lieux de repos éternels cachent des secrets bien plus profonds que nous ne l'imaginons. Oseriez-vous franchir le seuil d'un cimetière après avoir entendu cela? Que pensez-vous qu'il s'y cache réellement? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette compilation vous a fait frissonner, n'oubliez pas de laisser un like. Votre soutien nous aide à déterrer ces récits incroyables. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes sur l'inexplicable. Merci de nous avoir accompagnés. À la prochaine, et évitez les promenades nocturnes en solitaire.